suite sur ce qui est important en tout cas ici, ce que je dois dire, c'est qu'effectivement, toutes ces initiatives qu'on a vues qui sont assez extraordinaires et qui sont assez passionnantes, je dirais, on est un peu obligé en fait. On est un peu obligé parce qu'on rentre dans une nouvelle ère, une nouvelle forme d'économie qu'on appelle une économie d'innovation fondée sur la connaissance, une économie de la créativité. Donc c'est pas un truc que, j'en discutais avec les gens, dire oh mais c'est une mode, ça va passer. Ah non, non, ça va pas passer. C'est un mouvement qui est irréversible. Hein. Et je tiens à féliciter les organisateurs pour ce tiers-lieu. On a besoin d'espaces tiers comme ça, à la fois informels et formels, pour construire ces écosystèmes d'innovation territoriaux. Ce sont des nouvelles formes, des nouveaux dispositifs d'innovation. Hein. Donc c'est ça que je voudrais d'abord vous dire, et que du coup, on comprend qu'effectivement, Michelin, il faut libérer le potentiel créatif des salariés. On va se priver de leurs idées, on va se priver de leurs initiatives. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Hein. Mais oui, il faut intégrer non seulement les usagers, mais les pratiques des usagers. Hein. On va très loin sur la manière dont on peut faire de l'open innovation et on peut mobiliser les pratiques des acteurs pour co-construire des choses nouvelles. On fait des marathons. Enfin voilà, on est un peu obligé. Hein. C'est un petit peu la première chose que je voudrais dire, c'est qu'on est un peu enivré. On est un peu obligé. Et aujourd'hui, si on veut traduire cette économie, c'est ce qu'on appelle une économie de la créativité. Hein. Alors qui fait évolution rapide hein, sur le plan de l'économie capitaliste contemporaine. Hein. Globalement, effectivement, on a connu une économie de la production de masse dans les années 50-75, où le cœur de notre performance était la productivité. Hein. Et puis on est passé aux années 73-74 avec un grand basculement avec l'économie japonaise, avec le toyotisme, etc., juste à temps, le lean, tout ça. Et du coup, effectivement, on était plutôt centré sur la qualité. Hein. Et puis aujourd'hui, depuis les années 90, c'est encore un nouveau basculement, une nouvelle révolution managériale qui s'opère, hein, aujourd'hui, dont nous avons ici beaucoup de traces, je vais y revenir, qui s'appelle une économie de la connaissance, hein, qui travaille sur la variété des produits qu'on va pouvoir concevoir, qu'on va pouvoir produire, et où, du coup, l'innovation devient le critère de performance un peu obligé. Hein. Donc ça, c'est très nouveau. Hein. C'est très nouveau parce qu'on ne sait pas faire. Hein. On sait faire un peu d'innovation, comme on a pu le faire dans les années 50, ou comme on a vu avec les certes de qualité dans les années 80, mais aujourd'hui, c'est une innovation intensive, radicale, il va falloir apprendre à gérer. Voilà. Donc du coup, c'est que le début. Hein. On est qu'au début de ce processus, et je trouve que votre exposé montre bien ça, on est au début. Donc du coup, effectivement, on passe, et ça c'est très important, je trouve, en termes de réflexion, à un autre critère de performance organisationnelle. Il ne s'agit plus d'être efficient sur le plan productif, et ça c'est là-dessus qu'on s'est construit. Hein. Et du coup, c'est difficile hein, pour Michelin de changer l'ADN de cette efficience productive à passer vers l'intensité créative. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui fait de la valeur, c'est l'intensité créative. Et c'est pour ça qu'on est obligé de se faire plaisir. C'est paradoxal. Hein. Si on veut être compétent, il faut se faire plaisir. Ah, dis donc, c'est plutôt sympa. Mais ça suppose quelques modifications dans l'organisation, hein, avec les problèmes de hiérarchie, d'autonomisation, de régulation de l'action politique, etc. Donc ce que je veux dire, c'est voilà un peu ce que je voulais d'abord aborder avec vous, c'est que tout ça, c'est quelque chose de nouveau. Et du coup, on parle quoi d'aventure, on parle d'expérimentation, on parle d'essais, d'erreurs, on parle de rêve, on parle de risque, on parle d'incertitude, d'inconnu. Et bien ça, c'est quoi? C'est ce que j'appelle moi de l'exploration. Et en fait, on va essayer d'explorer et on veut essayer de générer des connaissances créatives organisationnelles dans un contexte un peu particulier, qui est très évolutif, qui est très incertain et qui est très risqué. Hein. Et ça, c'est complètement nouveau. C'est une nouvelle manière d'aborder la question managériale. Et donc, ça pose la question un peu comment explorer. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quoi explorer? Comment explorer? Comment piloter des projets d'exploration? Hein. Et la thèse qu'on défend, nous, ici, au niveau du labo, c'est que ça, c'est une question majeure pour l'entreprise aujourd'hui. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on ne sait pas faire. Hein. Ce que je défends, c'est qu'on ne sait pas faire. Et on ne sait pas faire parce qu'effectivement, on est obligé aujourd'hui de concevoir et mettre en œuvre d'une manière permanente des actions collectives, hein, prenant la forme de projets innovants, on l'a bien vu avec votre exposé tout à fait éclairant par rapport à ça, hein, et qui sont intensifs en connaissance. Alors qu'est-ce que ça veut dire intensif en connaissance? Ça veut dire qu'on ne peut plus faire les choses comme avant. Il faut qu'on invente. Il faut qu'on se muscle en connaissance. Alors ces connaissances, elles peuvent être expérientielles à partir des usages, elles peuvent être aussi scientifiques. On peut se muscler. Hein. On peut inviter Goetz chez Michelin pour dire tiens, ouais, ça nous intéresse. Et puis après, du coup, on fait de l'expérimentation dans des essais, on construit des bases de connaissances expérientielles, et à partir de là, on crée des bonnes pratiques. Voilà. Donc on est sur des espaces un peu particuliers. Et surtout, ce qui est important, c'est que le contexte est extrêmement évolutif. Il n'est jamais donné, hein, il n'est pas structuré une fois pour toutes. Il est incertain d'une manière radicale, c'est-à-dire qu'il y a des choses nouvelles qui vont émerger et je ne peux pas anticiper ce qui va se passer, je ne peux pas. On pourrait dire que 30% des choses qui vont se passer, je ne peux pas les anticiper. Et enfin, il y a du risque. C'est-à-dire que je ne peux pas faire n'importe quoi.
il peut y avoir des conséquences extrêmement dramatiques sur des actions qui sont plus ou moins malheureuses au niveau de l'organisation. Et ça, ce qu'on défend nous ici, c'est qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Et tous aujourd'hui, ben, nous essayons. Les entreprises essayent, les chercheurs ils essayent aussi, tout le monde. Et on est dans une espèce de gigantesque terrain d'expérimentation où chacun essaye de construire c'est quoi la nouvelle forme organisationnelle. Et ce matin, c'est de ça qu'on parle. C'est quoi il va falloir inventer une nouvelle forme organisationnelle qui soit adaptée à ce nouveau contexte économique qui nous oblige à innover. Alors, on ne sait pas faire, mais peut-être qu'on peut trouver des terrains où des acteurs depuis des siècles ont été confrontés à faire des projets d'exploration. Par exemple, alors c'est un de nos terrains, on a 15 terrains de recherche, c'est un de nos terrains, les expéditions polaires. Ben effectivement, une expédition polaire, c'est, si vous reprenez la définition que je donnais de la nouvelle situation de gestion, c'est exactement ça. C'est un projet innovant, intensif en connaissance, dans un contexte évolutif et certain. Et donc, l'idée qu'on a eue, en tant que chercheur, c'est de dire que peut-être que depuis 3 siècles, on fait des expéditions polaires, et peut-être qu'on peut aller voir un petit peu comment ces expéditeurs polaires y font. Est-ce qu'ils n'ont pas inventé des nouvelles techniques de management de projet? Est-ce qu'ils n'ont pas inventé des techniques pour faire face à l'incertitude, pour construire des organisations non hiérarchiques? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont inventé pour construire et donc on est à la fois historien mais aussi anthropologue, parce que historien parce qu'effectivement on a lu beaucoup de journaux de bord des expéditions polaires depuis 1850, mais aussi anthropologue parce qu'on suit des expéditions, donc on a suivi au niveau recherche 10 expéditions, de l'idée du projet jusqu'à la réalisation. Et ce que je vous propose ici, c'est peut-être qu'on essaye de mobiliser ce corpus des expéditeurs polaires pour réfléchir à nos problèmes de gestion. Et après 15 ans de travail, vous savez, pour la recherche c'est très lent, on est très lent, même si on s'appelle Lièvre, on est un peu escargot. Et donc du coup, au bout de 15 ans, on peut commencer à dire des choses qui peuvent tenir et peut-être qui peuvent nous inspirer du point de vue des sciences de gestion pour, si on veut aujourd'hui vraiment explorer. Alors ça, pour vous montrer un petit peu l'intérêt, c'est un projet complètement fou. On en parlait tout à l'heure, de l'audace, de la folie. Il y a 30 ans, c'est un sportif de haut niveau, champion de ski. C'est un explorateur, il vient de traverser le Groenland à ski, la première traversée du Groenland à ski. Et c'est en plus un biologiste. Et puis à cette période, en 1850, tout le monde se polarise sur quoi? Sur le pôle Nord. Et il y a un débat, il y a une controverse en disant est-ce qu'au pôle Nord, non, on pense qu'il y a une mer libre, d'autres qui disent non, mais c'est une terre, d'autres qui disent non, il y a des courants glaciaires qui traversent le pôle et qui provoquent des dérives. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un bateau qui s'appelle la Jeannette qui était parti en haut, donc c'est vu de haut, vu du dessus, là. Le pôle Nord est au milieu, et vu dessus, donc il y a un bateau qui s'appelle la Jeannette qui est parti des détroit de Bering, qui s'est fait prendre par les glaces un peu en dessous, je ne sais pas de quoi hauteur, mais ça va le faire. Et ce bateau-là s'est fait briser par les glaces. Donc l'expédition a réussi, avec quelques morts, à récupérer les îles de la Nouvelle-Sibérie. Et on a retrouvé les parts de la Jeannette, où ça? Au sud du Groenland. Donc grand émerveillement scientifique. Et là, Nansen, il dit, ça y est, j'ai compris. C'est sûr, il y a un courant dérivé, il y a un courant de glace qui dérive du détroit de Bering au sud du Groenland. Pour aller au pôle Nord, il faut construire un bateau avec un fond plat qui ne peut pas se faire briser par les glaces. On va partir avec une douzaine de personnes triées sur le volet et on va monter 9 ans pour construire le projet. Il fait un projet complètement fou. On va se faire prendre par les glaces et on va aller au pôle Nord, simplement, et c'est pas. Cette expédition, je ne vais pas aller plus loin parce que cette expédition elle est extraordinaire, elle est fabuleuse, elle est emblématique. C'est un échec parce qu'ils ne vont jamais arriver au pôle Nord. Ils sont allés le plus loin possible à l'époque pour aller au pôle Nord, mais qu'est-ce qu'on a appris? Et derrière cette école, derrière Nansen, il y a eu toute une école norvégienne d'expédition polaire qui a réussi à passer le nord-ouest et à établir le poursuivre. Donc l'idée c'est qu'effectivement derrière ces grands exploits d'exploration, on comprend mieux ce que c'est l'exploration de manière extrêmement pratique. Et nous, peut-être qu'on peut enrichir nos réflexions par rapport à ça. Alors, oui, je n'aurai pas le temps de... Donc du coup la question simplement c'est de dire, je propose de réfléchir à nos situations de gestion d'exploration contemporaines, vos situations de gestion d'exploration, à partir des expéditions polaires. Voilà un petit peu ce que je vous propose comme petit voyage pour terminer cette séance matinale. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a trois grands repères qui permettent, je dirais, de comprendre ce qu'on appelle un projet d'exploration et de le piloter. Premier repère, c'est la construction du sens. Stanislas de Jonquière en a un peu parlé. Il a parlé de la crise du sens. Nous, on ira un peu plus loin. Il y a la construction du sens. On va voir que cette construction du sens, elle joue un rôle important pour un acteur en situation. Surtout si cet acteur, il doit inventer des choses.
Deuxième critère sur lequel on va travailler aussi, c'est on se rend compte que les expéditions, enfin, les projets d'exploration, ils peuvent jouer sur différents registres. Ils peuvent faire de l'anticipation, mais aussi de l'adaptation. Ils peuvent faire aussi de l'exploration, mais aussi de l'exploitation. Et que ceux qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à jouer avec les 4 régimes d'action. Anticipation, adaptation, exploration, exploration. Et enfin, troisième élément, il faut construire des dispositifs d'expansion des connaissances scientifiques et expérientielles dans les projets. Les projets se nourrissent de connaissances. Hein, alors, bon, sinon je n'aurai pas le temps, donc je fais attention. Alors, construire du sens. Qu'est-ce que ça veut dire construire du sens? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors là c'est un article très connu en sciences de gestion d'un travail d'un Américain qui s'appelle Carl Beck et qui a travaillé sur un accident des pompiers en 1990. Donc du coup il y a un groupe de pompiers qui part sur un feu. Le feu au début ils pensaient qu'il était plutôt un feu mineur, en fait ça devient un feu majeur. Et il y a une équipe qui se fait prendre par les flammes. Il y a le chef pompier, le brigadier qui dit aux autres on brûle tout ce qui est autour de nous, foutez-vous à poil, on brûle tout ce qui est autour de nous. Les autres ne comprennent pas, ils s'enfuient. Qu'est-ce qui se passe? Il meurt, lui est sauvé, il a fait un contre-feu. À l'époque, personne ne connaissait cette technique de contre-feu. Il avait lu ça, lui, dans une revue canadienne ou je sais pas, machin. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, en situation d'invention, la situation ne fait pas sens pour moi, je ne peux pas m'adapter. Je ne peux pas m'adapter. Alors, on va essayer de voir qu'on peut creuser un peu plus loin cette question d'adaptation et cette question de la construction du sens en situation. En fait, construire du sens, ça suppose un certain engagement de l'acteur par rapport à son activité. Alors pour les expéditeurs polaires, c'est assez simple. On a des gens comme Jean-Louis Quiel qui sont ce qu'on appelle des êtres expéditeurs polaires. Donc lui, pour lui, sa vie, c'est l'expédition polaire. Donc on peut dire que la place que prend l'activité dans sa vie, elle est essentielle. Et puis il y a des gens qui de temps en temps font des expéditions polaires. Ils vont même au pôle Nord, comme Jean-Louis Quiel est allé, mais ils y vont en brise-glace russe, avec une compagnie Grand Nord Grand Large, on n'est pas les citer, etc. Et ils vont faire les 50 derniers mètres, j'exagère, les 50 derniers mètres pour aller au pôle Nord. Vous comprenez que le niveau d'engagement de cet acteur par rapport à l'activité est très différent. Et vous comprenez que plus vous avez un niveau d'engagement par rapport à cette activité, plus elle prend une place importante dans votre vie, plus vous construisez du sens. Donc premier élément, la construction du sens renvoie à la nature de l'engagement de l'acteur par rapport à son activité. Deuxième élément, vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Maintenant, ça renvoie à autre chose aussi, c'est ce qu'on appelle les attentes. Alors nous, on a travaillé sur une puissance d'expéditions qui ont eu l'objectif de traverser le Groenland, c'est le Groenland là. Et c'est une traversée classique. Est-ouest, une traversée classique. D'ailleurs, c'est celle qu'avait fait Nansen en 1880. Alors, on suit 2 expéditions qui ont le même objectif. Et on suit d'un côté Pierre, qui est un expert qui a 30 expéditions. Alors 30 expéditions, c'est déjà un garçon qui commence à faire des choses. Et puis on suit aussi Paul, qui est un expert qui a 30 expéditions. On peut dire qu'ils sont au même niveau d'expertise en termes d'expédition. Et lorsqu'on regarde, on va admettre, vous allez admettre avec moi qu'on peut dérouler une expédition polaire comme tout projet, comme une suite d'opérations constitutives, de l'idée du projet au choix de l'équipe, au choix du matériel, etc. etc. Et lorsqu'on observe Pierre, et on se rend compte que toute la manière dont il organise son expédition, elle est orientée d'une certaine manière, elle est orientée nord-nord-est, vous voyez, comme ça. Donc tout ce qu'il fait, c'est orienté plutôt nord-nord-est, d'accord? Et puis Paul, lui, tout ce qu'il fait, c'est plutôt orienté sud-sud-est. Alors du coup aussi, lorsque Paul voit Pierre préparer son expédition, etc., il dit « Oh là, que c'est mauvais son truc, là, regarde comme il choisit ses coéquipiers, regarde le choix de la tente, oh là, c'est le temps de qu'il a pris, oh là, quelle catastrophe !» Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 2 experts, ils ont 2 manières radicalement opposées d'organiser leur expédition. D'accord? Donc, vous comprenez bien que si Pierre embarque Paul dans son expédition, ça ne va pas faire sens pour lui. Rien ne va faire sens pour lui. Pourquoi? Alors, ce n'est pas l'objet expédition polaire qui oppose, c'est la manière dont on réalise l'expédition. Elle est complètement antinomique à son appel. Donc, ça veut dire, alors, on a pu faire des topologies des sites d'expédition, donc on peut faire pour n'importe quelle activité une topologie des sites d'expédition en matière d'attente. Je ne vais pas développer plus que ça, et donc du coup, effectivement, on peut montrer que, et là, ce modèle, il marche sur toutes les expéditions qui existent en haute montagne, en polaire, depuis 1850. On a testé le modèle. Donc on peut positionner, voilà. Alors, résultat, premier résultat, le projet fait sens pour l'acteur si, ce projet occupe une grande place dans sa vie, et aussi parce qu'il répond à ses amis.
Alors, si effectivement ce projet, cette activité prend une grande place dans sa vie, et deuxièmement que cette activité est conduite en fonction de ses attentes, alors il peut faire face aux situations, il peut apprendre, il peut inventer, il peut faire beaucoup de choses. Deuxième élément, c'est la possibilité de jouer d'une manière alternative entre différents modes d'action: anticipation, adaptation, exploration, exploitation. Alors, là, on a travaillé sur deux expéditions, on a fait des études comparatives de deux expéditions. Une expédition qui était en terre de Bafa, d'ailleurs auquel j'ai participé, et une expédition en Antarctique, auquel on n'a pas participé, donc on a suivi de manière extrêmement précise. Et on s'est rendu compte que ces deux expéditions qui sont des réussites, eh bien, pourquoi elles ont été des réussites? Parce que à chaque fois, les équipes ont été capables de changer de mode d'action. Hein. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut pouvoir tout autant faire ce qu'on a prévu que changer de plan. Ça de Jonker, on a un peu parlé de ça ce matin. Il faut faire tout autant faire ce qu'on a prévu que changer de plan. Il faut donc autant planifier que s'adapter. C'est compliqué, hein, parce qu'on a beaucoup planifié de s'adapter, de mettre le plan à la poubelle, hein, c'est un peu ça. C'est compliqué, mais il faut pouvoir le faire. Il faut aussi pouvoir tout autant mobiliser les compétences existantes que d'inventer de nouvelles manières de faire. Donc il faut faire autant l'un que l'autre. Je vais vous donner deux petits exemples concrets pour rendre compte de ça. Hein. Alors, savoir renoncer au plan, c'est une belle histoire. Une histoire un peu difficile, mais dure. Mais 3 expéditions tentent à traverser de l'Arctique à ski. Elles partent du même endroit en Russie. D'accord. Il y a 2 équipes de novices et une équipe vraiment d'experts. Hein. Ils arrivent et la température est plus élevée que d'habitude. Hein. Bon, l'effet climatique est là. Et globalement, au lieu de faire moins 30, c'est moins 15. Donc effectivement, les conditions de mer sont un peu différentes. La mer est un peu plus liquide, on va dire, que glace, hein, à ce départ. Les 2 expéditions de novices, ils partent, ils y vont. D'accord. La 3e, quand ils voient le truc, ils disent: oula, polo, là, non, on n'y va pas, nous, là. On y va. Hein. Il n'y a pas eu d'hésitation. On retourne boire un coup là-bas dans la cabane avec les Russes. Là, on va boire un peu de vodka, on va attendre que ça se passe. Hein. Une expédition disparaît sous la glace, l'autre expédition passe à l'eau, mais est sous l'eau. La 3e expédition attend 15 jours. En 15 jours, le temps redevient comme il aurait dû être au départ. Sans problème, il réussit sa traversée. Savoir renoncer au plan. 2e exemple, savoir inventer en situation, même si on n'a pas les compétences. Hein. Dans l'expédition en Antarctique, le capitaine qui pilote le bateau, pour l'expédition, il amarre le bateau sur un endroit sur des rochers. Hein. Pour l'hivernage, il s'en va. C'est un truc classique. Hein. Il y a le capitaine du bateau qui part, il part 6 mois, et puis voilà, et puis l'expédition reste là. Hein. Et ce qui se passe, là aussi, réchauffement climatique, l'hiver n'arrive pas et le bateau n'est pas pris par les glaces. Alors, bien évidemment, ils ont anticipé que le bateau aurait dû être pris par les glaces pour ne pas bouger. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Une tempête, le bateau va se briser le long des rochers. Qu'est-ce que fait le capitaine? Enfin, pas le capitaine, le chef d'expédition, mais qui n'est pas capitaine. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, là, il y a eu une grosse discussion entre eux, pardon. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les amarres et il prend les commandes du bateau pour sortir le bateau parce que sinon il va s'effondrer. Et il sauve le bateau. Et donc il sauve l'expédition. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire à des moments des situations où à l'écart de ses compétences, on va oser faire des choses parce qu'on est obligé de le faire. Voilà. Donc ça, c'est des réflexions sur les différents régimes d'action dans lesquels nous allons nous amener dans ces logiques d'exploitation. Donc du coup, voilà, il faut jouer de ça, il faut planifier, tout autant adapter, tout autant exploiter, tout autant explorer. Voilà l'idée, il faut donc ce qu'on appelle, un mot, la double ambidextrie organique, hein, qui doit y avoir dans nos équipes proches. Enfin, un dernier élément, c'est la question de l'expansion des connaissances scientifiques et expérientielles tout au long du projet. Je suis bien au niveau timing là où je suis 20 minutes. Alors, l'expansion des connaissances scientifiques et expérientielles tout au long du projet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a toute une littérature aujourd'hui, grâce aux travaux des gens de l'école polytechnique, Christophe Miller, on ne va pas le nommer, sur le projet un petit peu d'exploration, le projet d'innovation. Et une des manières assez élégantes et très intéressantes de représenter ces projets, c'est de dire qu'un projet, c'est 2 logiques. C'est une logique d'expansion des connaissances. Au début du projet, on ne sait rien, et à la fin, on sait tout. D'accord? Au début du projet, on peut tout faire, et à la fin du projet, on ne sait rien faire. Ah, si on avait toutes les connaissances à la fin du projet au début, ça changerait beaucoup de choses, ce qui est bien sûr impossible. Néanmoins, toute l'école japonaise, le NIM, pour ne pas le nommer, hein, toute
tout ça, on a ce qu'on appelle l'ingénierie concurrente, à essayer de modifier cette courbe. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'apprendre beaucoup plus en phase amont, de façon à ne pas prendre des décisions irréversibles avec un manque de connaissances. Donc tout l'enjeu, ça veut dire quoi? Il faut comprendre un projet d'exploration comme un processus d'apprentissage. Voilà la grande leçon qui nous est donnée. Alors qu'est-ce que ça veut dire processus d'apprentissage? Et ce matin, nous avons eu plein d'exemples de processus d'apprentissage. Patrice Lecomte sur les explorations, les démonstrateurs, c'est exactement ça. On va créer des connaissances expérientielles, des gisements de connaissances. On fait des dispositifs avec des gisements de connaissances expérientielles qui vont permettre de construire, de co-construire et établir des benchmarks par rapport à des nouvelles manières de s'organiser avec recentré sur l'autonomie. Alors, maintenant il faut faire une attention peut-être avec deux types de connaissances qui sont les connaissances expérientielles et les connaissances scientifiques. Ça va rejoindre un peu nos collègues à niveau sur la pratique. Qu'est-ce que c'est les connaissances expérientielles? Les connaissances expérientielles, c'est un peu lorsque tout à l'heure Stanislas Jonker disait, bah oui, pour savoir faire du tennis, il faut jouer au tennis, hein, c'est ça. Les connaissances expérientielles, c'est les connaissances qui sont acquises par les acteurs dans l'action. Le seul problème, c'est que ces connaissances, elles sont implicites. Lorsque je parle, je n'ai pas conscience des connaissances que je mobilise pour parler. Vous n'avez pas conscience des connaissances que vous mobilisez pour m'écouter. Et si vous commencez à avoir conscience des connaissances que vous mobilisez pour m'écouter, vous ne m'écoutez plus. Et si je commence à avoir conscience des connaissances que je mobilise pour parler, je ne parle plus. Donc c'est un peu plus, voilà. C'est un petit peu bizarre cette histoire-là, mais c'est en fait, bon, si on creuse un peu, on comprend un peu que ça veut dire des choses à apprendre. Donc du coup, c'est difficile d'accéder à ces connaissances. Mais par contre, elles sont actionnables. Bah oui, c'est elles qui créent l'action, donc elles sont complètement actionnables. On peut les utiliser dans l'action. Et puis de l'autre côté, on a des connaissances scientifiques qui sont acquises par des chercheurs dans des laboratoires, qui mobilisent une méthode spécifique, une méthode dite scientifique, qui ne prennent forme qu'à travers des écrits. La connaissance scientifique, elle est écrite, elle est évaluée par des pairs et elle est stockée dans des bases de données, dans des bibliothèques, dans des revues, etc. Et ça, ces connaissances, on peut très facilement accéder. Mais par contre, ces connaissances, elles ne sont pas en l'état actionnables. Elles ne vont pas à l'action. Hein. Donc du coup, ça veut dire que si je veux rendre ces connaissances scientifiques actionnables, il va falloir les traduire pour qu'elles deviennent actionnables. Donc du coup, on est en face de deux types de connaissances. Si je veux muscler mes projets en connaissances, des connaissances expérientielles qui sont des connaissances actionnables, mais c'est très difficile d'y accéder parce qu'elles sont implicites, et d'autre côté, des connaissances qui sont explicites, très faciles d'accès, mais qui ne sont pas actionnables. Alors du coup, dans les projets, on va essayer de gérer cette espèce d'ambiguïté, mais il faut absolument nourrir nos projets de connaissances si on veut faire de l'exploration. Alors, un exemple, expédition au pôle Nord de GMHM, ça c'est un groupe avec qui on a travaillé, c'est l'élite des forces spéciales françaises en haute montagne. Et dans les années 90, ils avaient réussi facilement d'ailleurs de faire l'Everest, et ils veulent faire le challenge des trois pôles, le pôle Nord et le pôle Sud. Donc qu'est-ce qu'ils font? Donc c'est pas une bande de rigolos là, c'est des purs et des durs. Hein. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un bilan sans concession des connaissances et des compétences qu'ils ont aujourd'hui en tant que grands himalayistes, et ce qu'il va falloir acquérir pour faire le pôle Nord. Et ils se rendent compte, là ils ont monté un dispositif qui est assez intéressant, ils se sont rendus compte quoi? C'est qu'ils ont un déficit de connaissances sur le froid, la banquise et la durée. Donc voilà le déficit de connaissances qu'ils doivent acquérir pour faire une expédition au pôle Nord de manière à peu près un peu sécurisée. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont faire 3 expéditions préparatoires. Ils vont partir au Labrador pour apprendre le froid, ils vont partir en terre de Baffin pour apprendre la banquise, et ils vont partir après au Groenland pour apprendre la durée. Donc c'est-à-dire qu'ils vont serrer les dispositifs d'apprentissage par rapport à des facteurs sur lesquels ils ont un déficit. Et bien évidemment, ils vont réussir le pôle Nord et le pôle Sud avec une très très grande facilité. Donc, on peut, par des dispositifs, générer des connaissances expérientielles pour nourrir le projet, et du coup, faire face à ce projet et le réussir. Enfin, un dernier élément de ma démonstration, c'est avec les travaux de quelqu'un aussi avec qui on a travaillé, c'est un Belge, qui a fait des trucs absolument extraordinaires. Il a essayé de traverser le pôle Sud, il a réussi d'ailleurs avec un de ses collègues, c'est Alain Hubert. Et Alain Hubert, il y a un grand problème, c'est que le pôle Sud, donc là c'est une terre, c'est plus une mer, hein, et le pôle Sud a une particularité, c'est que vous avez des vents qui peuvent aller jusqu'à 200, 230, 250 km/h. Hein. Et vous comprenez bien que lorsque vous faites une traversée comme ça, si vous avez 250 mètres de vent dans le nez ou dans le dos, ce n'est pas tout à fait le même exercice. Donc la question qui est posée, c'est comment construire un itinéraire
sur la calotte de glace du pôle sud. Voilà. Et donc, du coup, Alain Hubert, il se renseigne, mais il ne voit pas comment il pourrait acquérir des connaissances par rapport à ça. Et en fait, il rencontre un peu par hasard un chercheur qui s'appelle Hubert Gallet, qui est un physicien, et qui a créé des modèles mathématiques qui permettent de rendre compte des vents, qu'on appelle les vents catabatiques, sur la calotte du pôle sud. Avec son modèle, le gars il fait tourner son modèle en 2 heures, enfin en 2 heures, l'après-midi, le lendemain, et avec ça, Alain Hubert a pu construire son itinéraire à partir de ses travaux scientifiques et réussir son projet. Bon, voilà ce que je voulais vous proposer. Pas la peine de faire les gros trucs comme ça, j'ai fait. Et voilà un peu ce déplacement, ce détournement du regard, mais pour aller encore plus fin sur des questions d'exploration. Donc ce que je voudrais simplement vous laisser comme message, c'est que effectivement aujourd'hui, si on veut faire de l'exploration, si on veut manager l'exploration, eh bien il faut faire attention d'une manière très fine à ces 3 registres, construire du sens. Sinon, nos acteurs, nos opérateurs, à quelque niveau qu'ils soient, ils sont incapables de s'adapter. Alors, comment on construit du sens? Et si on ne construit pas de sens, je peux vous garantir que ça ne marchera pas. Deuxièmement, il faut se laisser aller en matière de planification, d'adaptation, d'exploration et d'exploitation. Il faut apprendre à planifier, à adapter, à explorer, à exploiter. Il faut être capable de jouer de ces différents régimes d'action. Voilà la deuxième leçon, qui me semble importante. Et la troisième, il faut construire des dispositifs d'expansion des connaissances si on veut que nos projets d'exploration réussissent. Voilà, je vous remercie de votre attention.